Je suis persuadée que dans toutes les entreprises, on peut aller plus vers les salariés. Les collaborateurs, l'engagement des collaborateurs sont un levier essentiel, si ce n'est le levier de la performance de l'entreprise. Quelle a été cette vision du management chez CDC Habitat ? Cette mission, ils ne la ressentent pas au jour le jour, en fait, dans les valeurs de l'entreprise. Le sens du travail, il est vite perdu. Comment aujourd'hui on passe vraiment d'une politique RH à une expérience réellement vécue en fait pour les collaborateurs ? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de People Place. Moi c'est Maude Grenier, je suis ex-DRH, aujourd'hui cofondatrice du Temple RH, un centre de formation à destination des professionnels RH. Aujourd'hui je reçois Catherine Chavagnier. Bonjour Catherine. Bonjour Maude. Directrice donc des ressources humaines du groupe CDC Habitat. Juste avant, on va juste décrire un petit peu ce que c'est CDC Habitat. CDC Habitat, c'est un acteur majeur du logement avec une mission d'intérêt général, une grande diversité de métiers et d'implantation territoriale. En quelques chiffres, accrochez-vous, CDC Habitat, c'est 500 logements gérés, 11 200 collaborateurs, une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, 6 directions interrégionales, 2 filiales dans les bassins miniers, la Sainte-Barbe et Maison et Cité, 8 filiales en Outre-mer, une en Guyane, une en Martinique, une en Guadeloupe, 4 en Réunion et une à Mayotte. Et enfin, un index égalité professionnelle homme-femme 2025 de 99 sur 100. C'est assez impressionnant en termes de chiffres, Catherine. Dans cet épisode, donc, on va ensemble explorer donc les coulisses RH d'un acteur majeur du logement. On va aussi parler de marque employeur, comment passer de la promesse aux preuves. C'est ce qui va nous animer en tout cas aujourd'hui. Catherine, merci en tout cas d'être avec nous. Je suis très contente de vous avoir. C'est important c'est important pour vous qui nous écoutent. On va avoir 2 collaborateurs qui vont nous rejoindre et qui est là. Donc, Hildine Fermentel, directrice d'agence. Et puis, tout à l'heure, on va avoir Brahima Camara, directeur adjoint du pôle intelligence artificielle, qui nous rejoindra donc un petit peu plus tard sur cet épisode. Avant d'entrer dans le cœur des sujets, j'aimerais commencer par vous, Catherine. Donc, vous êtes aujourd'hui DRH du groupe CDC Habitat. Je sais, donc après 20 ans chez Air France, qu'est-ce qui vous a amené vers CDC Habitat ? Alors, en fait, après des études d'ingénieur, effectivement, dans l'aéronautique, j'ai exercé en compagnie aérienne des fonctions dans les domaines techniques et opérationnels. Et j'ai eu des fonctions de manager très tôt. Manager opérationnel, manager fonctionnel, également chef de projet. Et c'est ces fonctions de manager, en fait, qui m'ont vraiment donné envie de m'orienter vers les métiers de l'humain et les métiers en support, on va dire, de la performance collective. Donc après à peu près la moitié de ma carrière, 17 ans dans les domaines, sur des fonctions d'ingénieur, je suis passée côté RH avec des métiers de support RH. Donc j'ai été successivement en charge du recrutement et de la mobilité interne, de la diversité, puis de la paye et du SIRH. J'ai également fait un master de négociation et relations sociales à Paris-Dauphine. Et ça m'a amené ensuite à des fonctions de généraliste RH, qui étaient vraiment celles que je souhaitais, en support des managers comme le manager que j'avais été. Voilà. Donc d'abord des RH d'entité au sein d'Air France, et puis ensuite des RH d'entreprise, donc Radio France, et puis aujourd'hui CDC Habitat. Ce qui m'a amené vers CDC Habitat, c'est une recherche d'intérêt général. Alors, moi, je dis souvent que plus ça va, plus je descends dans la pyramide de Maslow. Voilà, donc le voyage, c'est quand même relier les humains. Mais ensuite, l'information juste, comme on en a tant besoin, et aujourd'hui, le logement. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, CDC Habitat, on ne connaît pas forcément ce que vous faites derrière. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un petit peu l'histoire de CDC Habitat de façon synthétique, oui. Alors, elle est un petit peu longue, l'histoire. Alors, notre organisation actuelle, elle n'a que 7 ans. Et on est composé d'entreprises très anciennes. Voilà, donc on a notre tête fêtière du groupe, entreprise fêtière du groupe, qui était la Société Nationale Immobilière, a été créée pour loger les militaires. On a également un composant très important qui était le groupe SIC Habitat, qui est le groupe historique de logement social de la Caisse des dépôts. C'est quelle année, par exemple ? C'est début des années 60. Ça a été créé pour mettre en place le grand ensemble de Sarcelles, pour tout vous dire. Voilà.
Et puis voilà, on est donc, on a aussi une composante très importante de notre groupe qui est la société Adoma, l'ancienne Sonacotra, qui est donc là aussi, qui a été créée dans les années 50 et qui aujourd'hui est un acteur majeur du logement accompagné. Et puis nos sociétés dans les DOM, 6 DOM, on dit sociétés immobilières des DOM. Vous voyez, la société martiniquaise, la CIMAR, fête aujourd'hui, cette année-là, c'est 70 ans. Voilà. Donc vraiment des sociétés anciennes qui ont modelé le logement social sur tout le territoire français et qui aujourd'hui ont été fédérées dans un groupe opérateur global de l'habitat d'intérêt général. Voilà. Donc finalement, CDC Habitat aujourd'hui regroupe toutes ces entités. J'avais juste oublié de mentionner, mais vous l'avez fait, l'habitat minier, avec les anciens logements des houillères de Lorraine, avec la Sainte-Barbe, avec toutes les cités minières du Nord, 65 000 logements dans les cités minières du Nord avec maisons et cités. Voilà, donc on est vraiment présent sur tous les secteurs du logement. Et quand vous dites donc une mission d'intérêt général, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est quoi le rôle aujourd'hui donc de CDC Habitat dans le quotidien, on va dire, des Français et des Françaises? Mais d'abord, CDC Habitat, c'est 400 sur les 573 000 logements. Grosso modo, on en a au moins plus de 400 000 qui sont des logements sociaux ou très sociaux. Donc le premier rôle de CDC Habitat, c'est de fournir un toit à plus d'1 million de Français. Voilà, c'est déjà ça. Et ensuite, ces logements, faut les faire vivre. Faut faut en assurer l'entretien. Ça, c'est Kiltine qui vous l'entretien et l'exploitation, voilà. Et on est aussi très attentif à l'expérience de vie des locataires dans ces logements. Voilà, à la sécurité, à la convivialité, à la solidarité qu'on peut vivre aussi dans ces logements, qui sont pour la plupart des logements collectifs. Très clair. Et donc aujourd'hui, comment ça fonctionne en interne? Est-ce que c'est une société publique? Est-ce que c'est une société privée? Est-ce que c'est semi-public? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une société de droit privé. C'est un groupe d'abord. Et dans le groupe, vous avez des sociétés d'économie mixte. Donc, la structure faîtière, c'est bien une société d'économie mixte. Donc, de droit privé. Dans le groupe, vous avez également des entreprises sociales pour l'habitat, qui sont des organismes de logements sociaux. Voilà. Mais donc, des contrats de droit privé et des capitaux publics, puisque nous sommes filiales à 100% de la Caisse des dépôts et consignations. Caisse des dépôts et consignations, dont, alors je vais être je vais faire un résumé, mais dont le rôle est quand même de gérer l'épargne des Français au service du développement des territoires. Donc, la Caisse des dépôts va aussi nous demander, au-delà de notre mission de bailleur social, de nous développer à un rythme soutenu, parce qu'on sait très bien qu'il y a une crise du logement en ce moment, et qu'on a une vraie demande, une très très grande demande de logements sociaux notamment. Donc pour faire clair, donc les contrats, c'est du CDI classique. C'est du CDI classique. Mais les financements que vous recevez, c'est des financements publics. En fait, vous faites pas de chiffre d'affaires. Alors on fait quand même du chiffre d'affaires. Sur la partie logement social, en fait, ce chiffre d'affaires, là aussi, je vais être assez synthétique. Ce chiffre d'affaires, en fait, doit être pour sa plus grosse part réinvesti dans du logement social. C'est le principe d'un organisme de logement social. Une société d'économie mixte, elle remonte aussi quand même des dividendes à sa société mère, parce que il faut bien effectivement gérer le livret A pour l'épargne des Français. Voilà. Ok, très clair. Merci en tout cas de ces explications. Et juste un dernier point, vous l'aviez dit, Catherine, à la base vous êtes une ingénieure technique. Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dans le métier RH? Est-ce qu'il y a eu un moment, en tout cas, dans votre carrière, où vous vous dites, là, c'est vraiment le rôle que j'ai envie d'avoir auprès des collaborateurs et des collaboratrices d'une entreprise? Alors, je me le suis dit au moment où j'étais, alors un peu comme Kildine, j'étais chef d'escale, moi. J'étais chef d'escale à Montpellier, j'avais un peu plus de 200 collaborateurs. Et j'ai vraiment pu mesurer à quel point les collaborateurs, l'engagement des collaborateurs sont un levier essentiel, si ce n'est le levier de la performance de l'entreprise. Voilà, donc j'ai décidé de mettre mon action finalement au service du corps social de l'entreprise, des collectifs et des individus. Et donc, votre dernière grande campagne marque employeur portait le message d'une entreprise, donc comme vous l'avez très bien dit, aux missions d'intérêt général.
C'est vrai que votre mission, elle est très présente et on le sent dans les territoires en France, aux habitants et à l'utilité sociale. Et donc, on voulait, pour cet épisode, commencer par votre socle, qui est donc cette mission. Et j'imagine qu'elle vous influence, en tout cas au quotidien, de penser ce métier RH. Et donc, finalement, quand on est DRH d'un groupe, comme CDC Habitat, d'une multitude d'entités et de métiers, quel rôle aujourd'hui jouent les RH dans cette mission d'utilité publique, dans la mission globale de l'entreprise? Alors, notre grande attention, ce à quoi on doit porter attention, c'est de faire en sorte que ce sens de l'intérêt général, il soit incarné à tous les niveaux de l'entreprise. Il est bien entendu incarné sur le terrain, mais à toutes les strates de l'entreprise, au sein des métiers supports, est-ce qu'il est vécu au quotidien finalement, dans les situations professionnelles et pour tous les collaborateurs? Notre métier, un métier d'intérêt général, c'est un métier d'abord de solidarité. Quand on exerce une mission de solidarité, on doit avoir une culture du travail qui intègre cette solidarité et ce respect des autres. Et puis, intérêt général, ça porte une grande exigence. Donc en fait, on a des enjeux très forts. On sait qu'on a des enjeux très forts pour nos clients locataires, pour nos résidents, pour les demandeurs d'asile qui sont dans nos centres d'hébergement. Donc cet engagement très fort sur le terrain, il faut qu'on le retrouve à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà. Il y a de la performance, en fait, quand même. Alors, oui, c'est cet engagement qui attire. Quand je dis qu'un métier est exigeant, il est exigeant en matière de performance. Quand nous, on parle de qualité de service, c'est la qualité du logement dans lequel vivent les gens, vous voyez. Donc, ce sont des enjeux extrêmement forts. Donc, un appel à la performance, bien sûr, voilà, qui est de l'intérêt général. Donc, cette mission, en fait, elle va attirer nos candidats. D'ailleurs, on le présente dans notre promesse employeur. Mais s'ils ne la ressentent pas au jour le jour, en fait, dans les valeurs de l'entreprise, s'ils ne ressentent pas ça dans leur situation de travail, en fait, le sens du travail, il est vite perdu. Donc, nous, RH, notre boulot, c'est de veiller à l'engagement des salariés. Je disais tout à l'heure que l'engagement amène la performance. Notre premier boulot, c'est de veiller à l'engagement de tous les salariés au service de cette mission, c'est-à-dire de s'assurer de la cohérence entre l'engagement du groupe et ce que vivent les salariés. Alors, on appelle ça aussi symétrie des attentions, c'est-à-dire que l'entreprise est aussi une chaîne de clients et de fournisseurs internes, voilà, au service. Donc, qui dit service et soutien à nos publics, dit également service et soutien à tous nos salariés. Alors, c'est ce qu'on peut aussi qualifier d'être un employeur responsable. Donc, pour moi, cette attention aux collaborateurs, elle nous amène à agir alors sur ce que j'appelle la qualité de la proposition de travail. C'est-à-dire quel est le contenu de votre métier? Est-ce que vos missions ont du sens? Est-ce que vous pouvez voir le résultat de ce que vous faites? Est-ce que vous êtes suffisamment autonome? Est-ce que vous travaillez dans un collectif? Ça, c'est la première chose, la qualité de la proposition de travail. On fait attention aussi au développement professionnel. Est-ce que vous pouvez vous développer, progresser en développant vos compétences, en changeant d'emploi aussi, au travers d'un parcours? On va faire attention aussi au service RH. C'est-à-dire les démarches des collaborateurs, ce qu'on va proposer, le portail collaborateur, est-ce qu'on est réactif au service des collaborateurs? On va évidemment prêter encore là aussi une grande attention à la sécurité et la santé au travail, c'est un incontournable, et à la qualité de vie au travail. Et puis, alors je sais qu'on va en parler tout à l'heure, on est aussi très attentif à accompagner les salariés dans les moments personnels délicats et difficiles. Et d'ailleurs, dans l'enquête de baromètre social, c'est le point qui est le mieux évalué. Donc moi, j'en suis très fière personnellement. Et enfin, il faut que le dialogue social soit riche et respectueux. Et vous pensez d'être un organisme d'utilité publique par rapport à une entreprise, on va dire, classique privée, qui a des investisseurs très forts et entre guillemets, une pression sur les résultats, permettent d'avoir, en tout cas, une RH, on va dire, plus vers les salariés qu'une entreprise plus classique, par exemple? Alors, je suis persuadée que dans toutes les entreprises, on peut aller plus vers les salariés. Néanmoins, on a une culture, en tout cas, on a une culture du service public qui se ressent beaucoup dans l'entreprise. Et d'ailleurs, quand on a travaillé notre marque employeur, quand on a fait des focus group, les prestataires nous ont fait remarquer qu'ils trouvaient que chez nous, les gens s'écoutaient beaucoup les uns les autres. Donc, on a vraiment une culture autour du respect. Donc, vous avez aussi mis l'accent sur les parcours professionnels au sein du groupe CDC Habitat. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Alors, déjà, pour nous,
dans notre stratégie, dans notre plan stratégique, je dis souvent qu'on a expertise à toutes les pages. On est un acteur important dans l'habitat, on peut dire qu'on est un acteur de place et on valorise nos expertises. On est aussi innovant, par exemple, parce qu'on a parlé beaucoup d'exploitation des logements, mais on construit ou on fait construire des logements, donc on est innovant dans nos modes de construction. On est très engagé dans la transformation environnementale. Donc en fait, on développe des compétences de pointe. Donc la première chose déjà, c'est que chez nous, on a des métiers bien construits et des métiers qui permettent de développer ces compétences et de progresser. Et ça, c'est première composante d'un parcours professionnel réussi. Voilà. Être mis en situation, même au sein de son métier, développer ses compétences. Ensuite, on anime aussi une démarche de mobilité parce que quand on a besoin, d'abord, on est un groupe en développement, donc on crée des postes, on crée des emplois. Et quand on a besoin d'un nouveau collaborateur, finalement, quoi de plus riche que de faire appel à un collaborateur qui a déjà un parcours dans l'entreprise. Voilà. Donc ça nous permet aussi, finalement, de recruter en interne, de recruter aussi à la fin de la chaîne en externe. Voilà, donc de l'expérience, du sang neuf aussi. Mais on est très attaché effectivement à ce que nos collaborateurs aient des parcours qui soient réussis. Alors après, comment ça se traduit ? Eh bien, en fait, on a des métiers très, très divers et on est attaché à faire aussi progresser nos collaborateurs de terrain. Alors, des fois de fonctions même physiques où ils sont dans l'entretien des bâtiments à des fonctions plus de relations clients. Mais ensuite, on a finalement beaucoup de managers. On a 1500 managers en fait dans notre groupe. Donc, on peut quand même devenir assez rapidement manager. Et puis, si on le veut, progresser aussi sur des fonctions support. Et donc, le plus bel exemple, c'est Kildine, directrice d'agence, en tout cas, chez CDC Habitat. Donc, Kildine, donc, ça fait depuis 20 ans que vous êtes dans le groupe. CDC Habitat, c'est votre première entreprise. Oui. On peut le dire, vous êtes quand même une espèce rare aujourd'hui, en 2026. Comment vous avez donc réussi à trouver du sens dans votre métier pendant 20 ans, en fait ? D'abord, j'ai fait des études d'économie et d'urbaniste. Donc à la base, je suis urbaniste et j'ai toujours voulu travailler chez un bailleur social. Très vite, ça a été un engagement pour moi. Je voulais travailler chez un bailleur social. Donc j'avais envoyé des candidatures, etc. Et puis j'ai eu la chance, le 6 août 2006, je me souviens, pour la petite anecdote, je partais en Corse avec ma sœur. Prenais le bateau et d'un coup, j'ai l'appel des ressources humaines d'une des entités du groupe dont parlait Catherine tout à l'heure qui m'appelle et qui me dit « On vous confirme votre poste de CDI, vous prenez vos fonctions au 1er septembre ». Ça a été pour moi un des plus beaux jours, franchement un des plus beaux jours de ma vie. J'étais assez jeune et je suis rentrée sur un poste de service support. Donc au siège, en tant que développeur de quartier, dans le développement social urbain, le développement local, au service des agences. J'y suis restée 7 ans. Sur ces 7 ans, je me suis jamais ennuyée. C'est un poste qui était très polyvalent, à l'écoute des agences et avec des partenaires extérieurs. Et assez vite, je me suis rendu compte que je voulais travailler dans la gestion, dans l'exploitation. On en parlait tout à l'heure. J'avais envie d'être au cœur du métier, dans l'opérationnel, et j'ai fait part de mes souhaits aux ressources humaines et j'ai été accompagnée sur un plan de formation durant ces 7 ans, pendant 2 ans, qui m'a été offert par l'entreprise en tant que, du coup, la formation, c'était pour être directeur d'agence décentralisée. Donc j'ai rencontré plein de collaborateurs de la France que je connaissais pas, ça a été excessivement enrichissant, et puis j'ai été formée. Et ensuite, j'ai attendu qu'un poste se libère, et mon premier poste, du coup, dans l'opérationnel, dans une agence de proximité, en tant que manager, donc j'ai passé un cap important dans ma carrière, ça a été dans le 93. Dans le logement social, où j'étais du coup sur un poste de management, je manageais des gardiens, etc. Et j'y suis restée 6 ans. Il y a eu des évolutions, le groupe s'est réorganisé, donc il y a eu des opportunités. J'ai suivi cette réorganisation, j'ai développé d'autres compétences durant ces 6 ans. Et puis après, j'ai fait part, encore une fois, aux ressources humaines du souhait de vouloir passer directrice d'agence. Et j'ai attendu que l'opportunité se présente. On m'a proposé une mobilité fonctionnelle, du coup, enfin, fonctionnelle, et puis surtout une mobilité
un peu géographique, parce que du coup, on m'a proposé de passer du 93 au 91. Moi, j'habite Paris. 93, 91, c'est juste un changement de département. J'ai accepté. J'ai changé d'identité du groupe. Là où j'étais auparavant dans le logement social, je suis passée dans le logement intermédiaire. Donc pour le groupe, c'est important. Le logement intermédiaire, c'est vraiment le logement qui, comme son nom l'indique, est entre le logement social et le logement privé. Pour moi, ça a été une nouvelle compétence. C'est d'autres façons de travailler. Il y a des similitudes aussi, donc j'ai réussi à m'y retrouver, je me suis adaptée et le groupe m'a accompagnée. J'ai été formée et puis formée par les propres collaborateurs que j'ai rejoints dans cette agence et j'y suis restée aujourd'hui encore, mais encore une fois, le groupe s'est aussi récemment réorganisé et du coup, j'y ai toujours trouvé du sens, si vous voulez. J'ai suivi la réorganisation du groupe. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à trouver du sens? C'est quoi? C'est cet apport de nouvelles compétences? Je pense que d'abord, j'ai l'esprit curieux. Donc ça aide à s'épanouir, ça aide à trouver du sens parce que du coup, vous vous renouvelez. Dans votre métier, le groupe offre cette possibilité aux gens curieux de s'intéresser, d'aller chercher autre chose, d'aller chercher d'autres compétences qui viennent nourrir votre métier du quotidien. Vous apprenez. Vous avez beaucoup de groupes de travail, ils font des appels à candidature pour des groupes de travail, vous pouvez vous enrichir à ce niveau-là. Et après, en tant que manager, pouvoir apporter les connaissances que vous avez acquis, vous pouvez les transmettre. C'est ça la mission aussi du management, c'est de transmettre. Donc du coup, vous pouvez les transmettre et du coup redonner du sens à votre métier et du coup au métier de vos collaborateurs. Donc on dit aussi qu'on fait son métier. Donc on a une fiche de poste et puis après on l'enrichit dans un cadre donné, mais on l'enrichit et le groupe offre cette possibilité. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a une écoute de vos aspirations et une envie aussi de faire évoluer, comme vous le disiez Catherine, vos collaborateurs aussi en interne sur les besoins de l'entreprise. Et c'est vrai, donc vous le dites, Kildine, vous êtes aujourd'hui manager et on sait qu'il y a une crise du management en France en 2026. C'est pas forcément une fonction qui fait rêver les jeunes, notamment avec la pression, les obligations de cette fonction. Aujourd'hui, comment alors, en tant que manager en 2026, vous arrivez à trouver votre place dans un groupe avec une multitude, en tout cas, de métiers, une multitude de territoires aujourd'hui? Alors déjà, j'ai, pour ma part, très vite, comme Catherine le disait tout à l'heure, très vite voulu être manager. Donc déjà, je pense que être manager, effectivement, c'est assumer des responsabilités. On est responsable on a une part de responsabilité. On s'engage vis-à-vis de nos collaborateurs pour l'entreprise, et donc c'est un engagement. Moi, je trouve que c'est porteur de sens. Donc du coup, Quand je décide d'être manager, j'incarne des valeurs que je transmets. Et du coup, je trouve que c'est extrêmement épanouissant. Et du coup, j'aime cette idée de travailler sur du collectif. J'aime cette idée d'incarner au sein d'une entité qui est quand même, comme le disait Catherine tout à l'heure, d'intérêt général. On est manager en plus dans une entreprise qui a du sens, qui tous les jours nous oblige, en fait. Et du coup, j'aime cette idée de toujours rappeler aux collaborateurs, et je trouve que c'est ça qui fait que du coup, on peut les accompagner, que ils ont un rôle individuel dans un collectif d'intérêt général. Et ce rôle individuel, j'aime leur rappeler, leur rappeler les enjeux, j'aime leur transmettre ce que la direction me transmet comme objectif, comme enjeu. J'aime leur dire que c'est ça, le management aussi pour eux, c'est de pouvoir aussi eux-mêmes transmettre à leur équipe les valeurs du groupe, les valeurs qu'il faut incarner et le sens du collectif. Super. Et donc Catherine, quelle a été cette vision du management chez CDC Habitat? Alors d'abord, moi, pour reprendre ce que disait Kildine, moi, je dis souvent que le management, c'est une discipline. C'est-à-dire que c'est une discipline personnelle, mais c'est aussi une discipline comme un sport où il faut s'entraîner. Et il faut toujours s'entraîner parce que les attentes des collaborateurs, les missions aussi évoluent. Et donc, le management, il évolue avec l'entreprise et il évolue avec la société. Pour accompagner nos managers là-dessus, on a mis en place un modèle managérial. Alors, on a refait notre modèle managérial. Alors là aussi, les composantes d'un modèle managérial, elles évoluent peu. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont on le découpe. Or, nous, on avait 2 enjeux stratégiques
qui est relié à la stratégie, qui était d'une part un enjeu de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on est sur des territoires, on a des patrimoines sur des territoires, et donc il faut absolument que les salariés qui sont au pied des immeubles prennent les bonnes décisions. On doit prendre la décision là où les choses se passent. Donc un enjeu de subsidiarité. Donc c'est finalement une facilité de décision pour une personne du terrain. Elle doit être capable d'être autonome, à se dire, voilà, j'ai une situation, je prends la décision, on me fait confiance, prends la décision par moi-même. C'est ça. Et il faut qu'on tende vers ça. C'était pas forcément notre histoire au départ, donc on a un vrai travail à faire là-dessus. C'était plus pyramidal peut-être avant. C'était un petit peu plus pyramidal, mais voilà, l'histoire a fait. Et puis aujourd'hui, notre stratégie, c'est de dire voilà, on est de plus en plus au service des territoires. On incarne, on a d'ailleurs des projets de territoire par grande région, et donc de la subsidiarité. Ça, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça soit cohérent, que ça se retrouve dans ce qu'on propose aux managers. Et le deuxième sujet, c'était aussi, voilà, on est un groupe qui s'est beaucoup organisé, qui s'est constitué par croissance externe. Il faut qu'on fasse société, il faut qu'on tire parti de la force du groupe. Donc le deuxième sujet, c'était le collectif, le transversal. Donc on a bâti notre modèle managérial autour de, bien sûr, le sens, l'accompagnement, le développement professionnel, la qualité de vie, etc., les grandes valeurs, l'exemplarité, mais aussi la subsidiarité et le travail collectif. Et depuis 3 ans, on accompagne la totalité de nos managers. Donc, on aura accompagné, là, sur 3 ans, un peu plus de 850 managers sur ce modèle-là. Ok, et donc c'est un modèle que vous avez construit, j'imagine, avec la direction et puis avec les salariés. C'était fait. Absolument. Voilà, c'était fait absolument. Ensemble. Alors ça vient forcément, effectivement, ça répond à des enjeux stratégiques, mais on a bien entendu pris en compte, et même organisé au travers d'une convention RH. On a fait parler les managers et on a récupéré aussi toutes leurs attentes. Donc ce modèle, il est également issu de leur travail et de leurs attentes. Et donc, il y a aussi un sujet qui est essentiel aussi dans une marque employeur, c'est cette capacité à l'entreprise d'accompagner les salariés dans tous les moments de vie. Et puis, on le sait, c'est une dernière étude notamment de France Travail qui dit qu'une personne va changer quand même jusqu'à 9 à 12 fois dans son parcours professionnel. Donc, il y a ce niveau de fidélisation et d'engagement qui va être de plus en plus important pour les entreprises. Et donc, d'être capable, un homme, une femme, on va être parent, aidant, on va avoir plusieurs moments dans notre vie professionnelle et on va traverser des périodes parfois hyper joyeuses et puis d'autres périodes parfois compliquées. Comment aujourd'hui le groupe CDC Habitat accompagne ces moments de vie personnels aussi des salariés pour fidéliser et engager encore plus les différentes générations? Alors, je vais juste reprendre aussi les moments de vie professionnels, parce que le professionnel et le personnel, c'est très lié aujourd'hui et de plus en plus poreux. Donc déjà, on a un grand chantier autour de l'expérience collaborateur, voilà, où on va travailler l'arrivée dans l'entreprise, le changement de poste, parce que ça aussi, ça peut être déstabilisant. En tout cas, voilà, ce sont vraiment des moments qu'il faut accompagner. Et puis le départ de l'entreprise également. Comment vous avez pu définir tous ces moments professionnels? Vous êtes assis avec l'équipe RH et puis vous avez listé un petit peu tous les moments de vie, c'est ça? Oui, on a fait ça. Okay. Maintenant, on n'a pas fini. Okay. Et ce qui est à venir, c'est pas mal de focus group. Okay. Voilà, parce que moi je veux entendre aussi ce que nous disent les collaborateurs pour essayer de percevoir s'il n'y a pas des choses. Voilà, il y a des choses assez théoriques parce qu'on n'est pas les premiers à se lancer dans l'expérience collaborateur. Mais ce qui va être très intéressant, c'est ce que vont nous dire les salariés. Pour définir ces moments. Okay. Il y a aussi le départ de l'entreprise, bien sûr, que ce soit pour une autre entreprise, parce qu'on a envie que nos salariés ils partent en très très bons termes avec nous, voire même qu'ils reviennent de temps en temps. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est le sujet, moment clé. On va dire professionnel, même si aujourd'hui tout est lié. Et ensuite, il y a des moments clés personnels pour lesquels c'est important que le professionnel puisse accompagner, voire même s'adapter. Donc, on a tout un programme autour de la parentalité. Donc là, on l'a défini et on l'a négocié aussi avec nos partenaires sociaux dans un accord de qualité de vie et conditions de travail, qui est vraiment un accord de groupe, c'est une politique de groupe. Et là, on a regardé finalement tous les moments. Donc, il y a avant la parentalité, par exemple, quand on est sur une démarche de PMA. Il y a effectivement pendant la grossesse, il y a au retour aussi de maternité, où par exemple, le premier mois, on redémarre à 80% payé 100. Voilà, comme ça, on peut se réhabituer à certains rythmes et mettre en place son nouveau rythme de parent. On a aussi un programme de crèche.
On a des CESU pour accompagner les salariés, les différents besoins des parents. On a évidemment des jours, alors on a un jour de rentrée, mais on a également des jours enfants malades que récemment, on a étendu jusqu'aux 18 ans de l'enfant parce qu'on s'est aperçu que certains praticiens ne recevaient pas des enfants mineurs, même s'ils avaient 17 ans et demi. Voilà. Ce sont aussi des jours qui sont à vie pour les parents d'enfants handicapés. Voilà, on a toute une démarche. Donc et vous avez décidé selon votre pyramide des âges et vous avez fait des focus group pour savoir qu'est-ce que les salariés avaient envie d'avoir en termes d'avantages. Oui, alors ça s'est surtout fait au cours de la négociation et au cours de l'histoire. Avec le CSE. Voilà, ça s'est fait avec nos partenaires sociaux, nos organisations syndicales. Et puis on est aussi beaucoup en veille sur ce qui se fait, beaucoup en veille sur les attentes. Et alors notre baromètre social annuel permet aussi, demande même aux salariés de nous faire de lancer des idées, de nous faire des verbatims. Et on a une mine d'or de verbatims des salariés. Donc ça aussi, ça nous permet d'être plus en réponse à leurs demandes. Voilà. Et au niveau de l'inclusion, j'imagine que vous avez mis des choses aussi en place. Oui. Alors, j'ai parlé de parentalité, mais je souhaite aussi parler de l'aidance. Okay. Voilà, parce qu'en fait, on avait, il y a 4 ans, quand je suis arrivée, on avait beaucoup déjà de mesures de parentalité, mais finalement, on ne s'occupait pas de cette autre partie de la vie où on est finalement aidants familiaux. D'un parent, d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant malade d'ailleurs. Et donc, là aussi, on a développé, on va dire, une palette de dispositifs d'accompagnement. Donc, on maintient le salaire pendant 2 mois sur les congés d'aidants familiaux. Mais on a aussi pour tous 4 jours pour les salariés qui sont détenteurs d'une tutelle, d'une curatelle ou d'une délégation familiale. Pour justement, quand on est curateur ou tuteur ou aidant familial ou délégataire, on va voir le juge, le juge des tutelles tous les ans. Il faut présenter les comptes. Et là aussi, on a voulu adapter les rythmes de travail à ces responsabilités qui sont particulièrement fortes. Et donc, comment aujourd'hui on passe vraiment d'une politique RH où là, il y a beaucoup d'avantages que vous avez mis en place à une expérience réellement vécue pour les collaborateurs et bien s'assurer que ce que vous proposez est en corrélation avec vraiment les besoins du terrain. Alors, sur l'inclusion, effectivement, la première chose, il faut faire et dire qu'on fait. Voilà. Quand vous mettez en place une politique particulière d'accompagnement, par exemple, on a aussi mis en place un congé menstruel, vous voyez. Donc, en fait, non seulement il faut le faire, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas que ce soit des sujets tabous. Et à partir du moment où vous dites les choses, ça devient un engagement de l'entreprise. Donc, vous avez un certain nombre de salariés qui en profitent, et tous les salariés savent que l'entreprise est engagée sur ces thèmes-là. Et c'est la même chose sur tout ce qui est prévention des discriminations et inclusion. Donc d'abord, on dit. Et c'est d'ailleurs quelque chose que c'est un principe que je tiens de militant associatif LGBTQIA+. Il y a plusieurs années, qui m'avait dit nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous parliez de votre engagement en faveur de l'inclusion. Voilà, parce que du coup, on existe. On existe et on est accueilli et on se sent accueilli. Première chose, on communique. Deuxième chose, on mesure. Voilà. Donc, quelque part, on a un certain nombre d'indicateurs. On mesure et on mesure au cours de l'année. Par exemple, quand on fait nos campagnes salariales, on interroge tous les managers et après, on passe au crible. On regarde si les femmes et les hommes sont augmentés dans les mêmes proportions. Est-ce qu'ils sont promus dans les mêmes proportions? On regarde si nos collaboratrices qui ont eu des congés maternité dans l'année ont bien non seulement, alors ça c'est la loi, le même niveau d'augmentation, mais le même niveau de prime sur objectifs. Donc on regarde si les objectifs ont bien été adaptés aux différentes contraintes personnelles qu'ont subi les collaborateurs. On va regarder aussi la même chose pour nos salariés en situation de handicap, pour nos salariés qui sont élus du personnel. Donc en fait, il faut avoir une attention et une mesure permanente. Et puis, il faut traiter les situations, on va dire, difficiles et compliquées. C'est-à-dire que s'il y a des comportements qui ne sont pas adaptés, il faut aussi être là et les traiter résolument. Et comment ça se passe au niveau aussi de la direction? Parce qu'ils doivent avoir un accord, par exemple, pour ce congé menstruel. Oui. On pourrait se dire, et dans beaucoup d'entreprises, ça c'est encore un truc de meuf, ça sert à rien de le faire. Comment ça se passe aussi au niveau de cette fédération aussi au niveau
de la direction et de le faire comprendre aussi à des personnes qui se diraient ça c'est encore un truc qui sert à rien. Alors, en matière justement de santé, il faut être très pratique aussi. C'est-à-dire que de toute manière, quelqu'un qui souffre de règles incapacitantes, il vient pas travailler. Donc, elle va rester chez elle, elle va se faire arrêter. Mais alors, en fait, tous les mois, dès il va falloir prendre rendez-vous chez le médecin, se faire arrêter. Donc, en fait, pour l'entreprise, ça change pas grand-chose. En revanche, pour la collaboratrice, ça change beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Voilà. Ça veut dire beaucoup parce que quand elle est pas bien, elle sait qu'elle peut être sereine sur l'impact que ça va avoir sur son travail. Elle peut rester chez elle. Et alors, pour tout vous dire, on a mis ça en place parce que moi, j'y crois. Donc, c'est une conviction que vous avez aussi portée. Moi, c'est une conviction très forte. Et ce que je ne savais pas, c'est que l'endométriose est une maladie très présente dans les DOM. Et j'ai eu des retours après coup qui m'ont rendu très fière. On a eu vraiment raison. On a eu vraiment raison de faire ça. Donc c'est aussi des convictions que vous portez au plus haut niveau de l'entreprise aussi, et que vous défendez aussi sensibiliser avec des chiffres et des pratiques au quotidien. C'est ça. Mais je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le rôle du RH. Notre engagement pour l'intérêt général, il doit se retrouver en fait dans toute l'expérience de nos collaborateurs. Et donc, Kildine, vous, en tant que mère, comment donc CDC Habitat vous a accompagné dans vos moments de vie, on va dire, professionnels et personnels, hein, puisque en effet, comme le dit Catherine, il y a quand même une limite une frontière qui est plus moindre, mais aussi de vos salariés, vos collaborateurs au sein de votre équipe. Quand je suis rentrée dans le groupe, j'étais pas maman. J'ai progressé, comme on l'a dit tout à l'heure, et dans cette progression professionnelle, je suis devenue maman 3 fois. Donc c'est pas moindre. 3 fois, et ça s'est fait en fait très très naturellement. À chaque fois, j'ai eu une confiance. À chaque fois, les moyens ont été mis pour que je parte sereinement en congé maternité. Je suis revenue dans les conditions identiques, parfaitement sereines. Donc après, cette vie, ça a été un parcours personnel et un parcours professionnel étroitement liés. C'est vrai que quand on est une femme et qu'on devient maman, c'est un moment assez fort. On peut pas s'empêcher, je pense, de se dire est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je pense est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je vais pas louper quelque chose pendant que je suis pas là ? Il m'est arrivé de me dire là c'est pas le moment. Mais je l'ai fait en toute conscience. Et aujourd'hui je regrette absolument pas. Quand ça a été le moment, ça s'est fait très très bien, et puis ça m'a pas empêché de progresser. Donc après sur cette articulation vie personnelle et vie professionnelle, je vais pas vous cacher, c'est assez sportif, c'est normal, ça pousse à s'adapter en permanence et d'avoir une certaine souplesse dans son travail et dans sa vie quand même personnelle, mais aussi une certaine rigueur d'organisation. En fait, il faut être au bon moment, au bon endroit. Donc ça demande beaucoup d'adaptation, et vis-à-vis de mes collaborateurs, moi j'ai la chance, entre guillemets, je suis cadre, je suis au forfait. Donc en fait, le groupe m'accorde cette confiance. Mon travail doit être fait. Classiquement, et après je m'organise pour que je réponde aux attentes de mon employeur et que moi je réponde aux miennes dans ma vie personnelle. Donc c'est à moi de m'organiser. Moi je suis responsable, c'est à moi de m'organiser. Pour mes collaborateurs, ceux qui sont cadres, je leur accorde la même confiance, et c'est un contrat entre eux et moi, donc je leur dis t'as une obligation, évidemment. Ça me semble naturel de leur laisser aller dans leur obligation personnelle tant que moi je m'y retrouve professionnellement. Donc c'est une articulation, un équilibre qui s'ajuste au quotidien, qui est pas inné, qu'il faut à chaque fois aller chercher. Et pour ceux qui sont pas cadres, sur lequel donc ils ont des horaires plus fixes, c'est là que la confiance elle est encore plus forte. C'est-à-dire que ça peut arriver de devoir, pour des raisons personnelles, quitter son travail d'un coup. On le disait, des accidents de la vie. Et moi, ça m'est arrivé en tant que manager. Et c'est pas grave. La terre s'arrête pas de tourner. Le travail sera fait. On trouvera des solutions. On l'accompagnera. Et c'est une question de confiance en fait. On parlait de l'aidance tout à l'heure. Moi, j'ai eu un collaborateur qui a été dans ce cadre-là. Et qui a posé des jours pour ça. Ça m'a paru totalement naturel, je trouve ça bien. Et il était dans ce cadre-là. Donc
c'est encore une fois, c'est un équilibre à trouver, quoi. Merci Kildine, en tout cas, pour votre témoignage. En tout cas, ça fait... c'est chouette de voir en tout cas de l'intérieur les coulisses d'un groupe comme CDC Habitat. Et maintenant, on va parler IA, transformation digitale et notamment dialogue social. Donc, je vais vous laisser Kildine. Merci beaucoup. Merci Maud. Et merci pour le témoignage. Kildine. Et puis, on va accueillir Brahima Camara, qui est le directeur adjoint donc, du pôle IA Parcours de Mobilité. Bonjour Brahima. Bonjour. Et donc, je voulais terminer donc cet épisode de podcast par un sujet qui transforme le monde du travail d'aujourd'hui et de demain, qui est l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, en tout cas, chez CDC Habitat, c'est que vous n'avez pas abordé donc l'intelligence artificielle comme seulement un outil technologique, mais aussi comme un sujet RH, un sujet social et un sujet organisationnel. Donc, Catherine, donc vous avez fait le choix de signer un accord collectif pour accompagner le déploiement de l'intelligence artificielle. Pourquoi c'était si important pour vous d'intégrer, d'inscrire ce sujet dans le dialogue social aujourd'hui ? Alors d'abord, je voudrais souligner que concernant l'IA, on a une prise de parole très engagée de notre gouvernance qui, dès l'an dernier, s'est exprimée auprès de tous les salariés en présentant une feuille de route et en expliquant que l'IA pour nous devait être une opportunité stratégique, qu'il fallait la saisir en tant qu'opportunité au service de nos clients, de nos publics et de nos salariés. Voilà. Donc, on a une stratégie résolue qui est de dire l'IA doit nous apporter du plus. Mais si on veut que l'IA nous apporte du plus dans notre travail, dans nos situations professionnelles, dans nos métiers, il faut la prendre à bras-le-corps et il faut prendre l'initiative de transformer nous-mêmes. Il faut qu'on garde l'initiative sur nos métiers. Alors, on a cette chance d'avoir vraiment cette prise d'opposition très forte. En revanche, ça n'empêche pas les inquiétudes sur l'emploi chez nos représentants du personnel, voire même dans notre corps social, parce qu'on entend beaucoup de choses, parce qu'on lit, ça inquiète, et puis on lit beaucoup de choses aussi dans la presse, des tas d'études. C'est assez anxiogène. Oui. C'est assez anxiogène. Et ça, on l'a ressenti assez tôt, en fait, au sein de notre CSE, et on s'est dit, on peut pas les laisser dans les tunnels habituels que prévoit la réglementation. C'est-à-dire que la réglementation, le droit du travail, dit voilà, quand on met en place une nouvelle technologie ou une nouvelle solution technologique sur un processus auprès de collaborateurs, il faut consulter le CSE. Mais ce qui est fait jusqu'à présent, c'est que qui était fait dans les technologies SI, système d'information d'avant, c'est qu'on élaborait un projet, on voyait ce qu'il allait faire, on imaginait un plan d'action et puis on le présentait. Et donc, il y avait un effet tunnel. Là, cette technologie, elle est très différente. D'abord, elle a un côté imprévisible, c'est-à-dire qu'on se dit voilà à quoi elle pourrait servir, mais on n'est pas sûr. Voilà, on sait ce qu'on met dans la boîte, mais on ne sait pas forcément d'ailleurs... Faut trouver les cas d'usage. Faut trouver les cas d'usage. Et puis même, regardez, quand vous posez une question à votre IA génératif préféré, vous posez 2 fois la même question, elle ne vous répond pas exactement 2 fois la même chose. Voilà. Donc, c'est une technologie aussi très évolutive qu'il faut tester. Donc, on trouve des cas d'usage, mais surtout, on doit tester et on doit avoir une démarche itérative. Et pour ça, le droit du travail dans nos relations sociales actuelles n'est pas forcément très adapté. Donc, ce qu'on s'est dit, consulter le CSE, on ne peut le consulter qu'avec suffisamment d'informations, mais j'aurai suffisamment d'informations sur mon système quand je l'aurai vraiment bien expérimenté. Et l'expérimenter, c'est aussi impliquer des salariés. Donc, qui dit impliquer des salariés, c'est aussi impliquer les organisations syndicales. Donc, en fait, et les élus du personnel. Donc, on s'est dit, on va être transparent sur notre démarche. On va consulter au bon moment, mais tout ce qui est en amont, on va leur raconter. Et on va leur raconter comment on analyse des cas d'usage, à quoi on fait attention, qu'est-ce qu'on va tester pendant les expérimentations, qu'en pensent les salariés. Voilà. Et ça, c'est l'objet de cet accord. Donc, en fait, qui dit introduction de l'intelligence artificielle, c'est une démarche itérative et continue, dit aussi démarche sociale transparente, itérative et continue. Voilà l'objet de notre accord. Et ça vous a pris combien de temps pour trouver ces cas d'usage, pour faire les réunions avec les différentes parties prenantes Ça vous a mis combien de temps tout ça pour finalement avoir cet accord? Alors en fait, l'accord, c'est un accord qui va définir une méthode de travail et qui crée une commission du CSE central. Voilà. Au moment où on a commencé à négocier, on commençait à avoir l'émergence de quelques cas d'usage
Et on s'est aussi appuyé sur une démarche nationale qui s'appelle Dial IA, comme dialogue social et IA, qui est vraiment qui est vraiment très intéressante et qui donne des méthodologies. Donc on a créé un registre des cas d'usage, en fait, des systèmes d'IA, mais c'est un registre des cas d'usage, qu'on partage avec les syndicats, qu'on partage donc dans le cadre de notre commission du CSE. On s'est engagé à organiser 5 commissions par an, donc c'est grosso modo, c'est tous les 2 mois sauf l'été. Okay. Et on a également fait quelque chose d'assez innovant, on s'est fait un séminaire de formation en commun, où est intervenue d'ailleurs Odile Chani, qui a été la coordinatrice de Dial IA, voilà, et où on a réfléchi ensemble sur les points sur lesquels devait porter le dialogue social. Alors ces points, c'est vraiment les effets sur le métier, c'est-à-dire l'organisation du travail, les rôles et responsabilités, les compétences, les contenus du métier, la qualité de vie au travail, la charge de travail, la charge mentale. Voilà, on a pu discuter ensemble de tous ces points, ce qui va ensuite nous amener à analyser finalement chaque cas d'usage. Je regarde Brahima parce que c'est lui qui est aux manettes aussi, à analyser finalement chaque cas d'usage avec ce prisme-là et ensuite à en déduire les actions d'accompagnement, voire même de redesign du métier qui vont être nécessaires. Donc Brahima, comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle aujourd'hui les pratiques en entreprise et celles aussi de CDC Habitat ? Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui transforme très concrètement les pratiques de nos collaborateurs. Alors, on le voit plutôt sur 3 dimensions, si je puis dire. La première dimension, c'est ce qu'on appellerait l'IA pour tous. Donc, c'est plutôt comment je fais de manière quotidienne pour améliorer ma productivité individuelle ou pour avoir des livrables de meilleure qualité. Donc, ça va être synthétisation de documents, reformulation de textes, par exemple. On va avoir des cas qui rentrent dans des processus métiers et parfois qui sont beaucoup plus transformants. Et celle-ci, pour le coup, nécessite un encadrement qui est beaucoup plus important. Donc, on a fait le choix d'utiliser Copilot Chat pour la partie, productivité individuelle du quotidien. Et donc, on expérimente un certain nombre d'outils, comme le disait Catherine, pour pouvoir aller sur des sujets qui sont plus transformants, qui nécessitent un cadre beaucoup plus important et un travail plus important avec la DSI. Ok. Et donc rapidement, quand l'IA générative est arrivée en 2022-2023, que vous avez coupé tous les outils d'IA générative pour que vous puissiez prendre le temps en interne de choisir quel outil allait être le mieux, c'est ça ? Oui. Okay. Alors on a fait le choix de mettre en place une charte, donc pour pouvoir encadrer les usages et pour pouvoir donc introduire l'intelligence artificielle au sein du groupe de manière responsable. Dans ce cadre-là, on a fait le choix d'utiliser qu'une seule IA générative, qui est celle de Microsoft, Copilot. Ça permettait de donner un premier élan pour les collaborateurs de manière encadrée pour éviter le shadow IA, qui consiste à utiliser des outils comme ChatGPT et autres, mais pour lesquels on n'a pas de cadre d'utilisation qui aurait été vérifié par notre direction juridique, par notre DPO et par notre pôle IA. Parce que l'un des enjeux de l'IA, c'est les données, c'est la gouvernance. Donc, quels sont pour vous les points de vigilance essentiels pour un usage responsable, comme vous le dites, et sécurisé de l'IA en entreprise ? Alors déjà d'utiliser uniquement les solutions qui ont été autorisées par notre équipe d'homologation et validées par notre gouvernance. Donc ça veut dire que derrière nous, ce qui se voit pas, c'est qu'on homologue ces outils. On fait tout un travail parfois de négociation contractuelle avec les prestataires pour pouvoir créer un cadre sécurisé. On va conseiller les porteurs de projets sur les données à mettre ou à ne pas mettre dans ces IA-là et pour que les gens puissent se l'approprier de manière sécurisée pour éviter d'avoir des risques pour nos collaborateurs, pour nos locataires et pour notre gouvernance. J'ai aussi lu que vous avez mis en place un réseau d'ambassadeurs IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur peut-être l'essence même de ce réseau et à quoi il sert exactement ? On est convaincu chez CDC Habitat que l'acculturation, l'appropriation de l'IA ne se décrète pas du siège. L'IA se transmet, s'approprie au plus près du terrain. Donc on a des ambassadeurs qui sont au plus proche des métiers, au plus proche de différentes directions agences. On a eu, pas plus tard qu'hier, une visite dans l'une de ces directions. Et on se rend bien compte que c'est en discutant directement avec les gens qui sont au plus proche du terrain que, d'une part, on peut avoir des idées, des solutions, des irritants qu'on pourrait corriger, qui nous reviennent le plus simplement. Et puis, on se rend compte aussi que c'est plutôt eux qui sont les plus écoutés par leurs collègues pour pouvoir intégrer l'IA.
Brahima, comment on peut être fier alors de son travail avec l'intelligence artificielle ? Alors, on peut être fier de son travail parce que, en fait, la première chose déjà, c'est qu'on est dans un groupe qui nous accompagne et qui nous permet vraiment de s'approprier donc cette nouvelle technologie de manière sécurisée et très bienveillante. On n'est pas dans on va mettre de l'IA en place pour remplacer les gens. Pas du tout. On est par contre dans comment est-ce qu'on intègre l'IA progressivement dans le métier de nos collaborateurs pour qu'ils puissent se l'approprier, pour qu'ils puissent gagner du temps, mais pas que, mais pour qu'ils puissent aussi donc s'améliorer donc dans leur travail. Donc pour moi, je pense qu'on peut être très fier donc de la manière dont on l'introduit, dans la manière dont les collaborateurs se l'approprient. Mais on se rend compte que quand on discute avec eux et puis quand on leur explique et qu'on prend le temps donc de vraiment faire des cas très concrets avec l'IA, parce que l'IA c'est aussi beaucoup très mystérieux. Donc le fait de travailler avec eux sur leurs problématiques, sur leur métier, avec l'IA, ça permet vraiment en fait Et surtout, on peut avoir certains collaborateurs qui veulent pas dire qu'ils ont utilisé l'IA pour faire tel ou tel travail. Et je trouve que c'est ça aussi, c'est cette fierté de se dire oui, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, j'ai pas honte de l'utiliser, c'est toléré dans mon entreprise et c'est ok d'utiliser l'IA au quotidien. Clairement. Je trouve. Ouais. On arrive donc progressivement à la fin de cet épisode. S'il y a un message que vous aimeriez adresser, Catherine, aux talents qui voudraient rejoindre le groupe CDC Habitat, ce serait quoi ? Ce serait qu'en nous rejoignant, vous allez exercer une mission d'intérêt général, participer à cette mission dans un groupe qui vous accueille, qui vous accompagne et qui prépare aussi le futur du travail. Merci en tout cas, Catherine. Merci Brahima pour cet épisode. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle discussion.